Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous présenter mes résolutions pour 2025 ainsi que la présentation de mes meilleures lectures 2024. Début 2025, nouvelle résolution, j'ai un petit peu scanné ce que j'ai effectué comme lecture en 2024 en préparant justement cette vidéo pour vous présenter mes meilleures lectures. Et je me suis rendu compte que j'ai quand même pas mal lu puisque j'ai lu 89 livres durant cette année, BD, manga compris. J'ai très peu lu en 2024 de littérature classique et très peu aussi d'essais, de biographies, ce genre de littérature autre que les romans. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'anime passablement depuis ce début d'année. J'aurais envie de lire beaucoup plus de littérature autre que romans, comme des récits de voyage, de la correspondance, des biographies, autobiographies, de la poésie, du théâtre, des essais. Et donc ça va faire partie de ces résolutions 2025. J'aimerais arriver à peu près du 50-50. Donc 50% romans et 50% autres. J'aimerais également laisser un peu plus de place à la littérature classique qui m'intéresse fortement. Il y a plein d'auteurs de littérature classique que j'aurais envie de découvrir et dont j'ai des ouvrages qui dorment sur mes étagères. Bien évidemment qu'en 2025, l'une des résolutions que j'ai également concerne cette chaîne que j'ai relancée il n'y a pas très longtemps. Et dans les résolutions, évidemment, il y a le fait de vous poster du contenu, en tout cas une fois par semaine. Si vous voulez soutenir cette chaîne, petit rappel, vous pouvez vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer et likez les vidéos lorsque vous les avez visionnées, si le cœur vous en dit, bien évidemment. Ceci dit, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va être mes lectures préférées de 2024. Ça a été très compliqué pour moi cette année, contrairement à d'autres. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année, j'ai eu énormément de mal à choisir voilà, un certain nombre de lectures qui m'ont passionnée durant cette année. Parce que c'est vrai que j'ai fait énormément de très bonnes lectures et je ne pouvais pas concrètement toutes vous les présenter ici, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc j'ai dû faire des choix et ça a été un peu compliqué pour moi. Je commence cette vidéo en vous parlant de deux bandes dessinées qui ont marqué mon année 2024. La première BD s'appelle Quand j'ai froid de Valentine Choquet. La première BD s'appelle Quand j'ai froid de Valentine Choquet. La première BD s'appelle Quand j'ai froid de Valentine Choquet. On est en hiver et on va suivre Louise qui mène une vie assez calme. Elle fait ses études et elle va rencontrer une femme d'un certain âge qui est apparemment l'une de ses voisines. Elles vivent dans le même immeuble et ces deux-là vont se rapprocher. Elles vont partager plein de moments. Cette voisine va lui parler de divers sujets de sa vie. Elle va lui raconter des souvenirs. Et voilà, elles vont se rapprocher, passer des petits moments autour d'un thé. Et j'ai trouvé cette BD délicieuse. Les dessins étaient d'une douceur. L'histoire également. C'était vraiment très chouette comme bande dessinée. J'ai adoré. J'ai passé un excellent moment. C'est une bande dessinée que j'avais empruntée à la bibliothèque. Et j'hésite maintenant à me la procurer pour l'avoir dans ma bibliothèque à moi. Parce que vraiment, j'aurais grand plaisir à la relire. Il y a une thématique dans cette bande dessinée, je peux vous la dire, étant donné que la fin du résumé, sauf erreur, voilà, on parle quand même à demi-mot. On va être ici dans la thématique de Alzheimer, puisque cette voisine, petit à petit, voilà, ses souvenirs vont s'estomper. Et le quatrième de couverture laisse clairement présager ce qui va se passer voilà, dans cette bande dessinée. La deuxième BD qui aura marqué mon année 2024 est le premier tome de Culotté de Pénélope Bagieux. Elle est classée sur Livre Addict en documentaire sociologique, roman graphique, histoire et féminisme.
Dans Culotté, on va être avec 15 récits de femmes d'origine et de périodes historiques différentes qui ont bravé les normes sociales afin de pouvoir s'élever et faire ce qu'elles avaient envie de faire, comme, je ne sais pas, j'ai plus d'exemples concrets, mais être aviatrice par exemple, ou mécanicienne, ou peintre, voilà. Et c'est des périodes historiques où la femme n'avait peut-être pas sa place, enfin, n'avait pas sa place dans certains domaines. C'était très difficile d'accéder à certaines choses, et cette BD, en fait, nous dépeint 15 portraits de femmes qui ont réussi à braver tout ça pour voilà, arriver à leurs objectifs, et c'était vraiment très très bien quoi. J'ai adoré ma lecture, j'ai découvert des femmes héroïques, je vais le dire comme ça, que je ne connaissais pas du tout. Certaines oui, mais beaucoup d'autres j'en avais jamais entendu parler, et je trouve que c'est important de mettre en avant voilà, ces femmes-là qui ont réussi à braver les normes sociales de leur époque. Vraiment excellente lecture, allez-y les yeux fermés si cette thématique vous intéresse. J'ai le tome 2 que je pense lire très très prochainement durant ce mois de janvier d'ailleurs. On parle maintenant de deux ouvrages de science-fiction qui ont marqué mon année 2024. Je lis pas énormément de science-fiction, mais de temps en temps j'aime bien. Alors, il y en avait plus que ça, mais c'est vrai que tout vous lister, c'est comme je vous disais en début de vidéo. Puis c'est dommage, parce que c'est vrai que j'ai dû passer à la trappe certains titres qui étaient quand même plutôt sympas. Mais bon, il a fallu faire des choix, et mon choix s'est porté sur les deux tomes de Un psaume pour les recyclés sauvages. Ça, c'est le titre du premier tome. Et le deuxième tome que j'ai un tout petit peu moins aimé que le 1, mais qui était très bon aussi, s'intitule Une prière pour les cimes timides. On est dans quelque chose un peu particulier ici, parce que c'est de la science-fiction philosophique. Et on va rencontrer dans ce premier tome un jeune homme qui a la particularité de servir le thé. Et un jour, il va tomber nez à nez avec un robot. Il faut savoir que les robots, depuis X années, enfin au début ils étaient sur Terre, ils côtoyaient les humains, et à un moment donné il y a eu une fracture, les robots sont allés vivre dans la forêt, on n'en a plus jamais entendu parler. Et ce jeune homme un jour va tomber nez à nez avec l'un d'entre eux. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que ce sont des ouvrages qui sont relativement courts, mais j'ai adoré la philosophie que j'ai trouvée dans ce livre. C'était doux, c'est pas culpabilisant, ça parle d'écologie, ça parle de voilà, philosophie écologique, je dirais, relations humaines, et c'était vraiment très très chouette, je vous le recommande à 1000%. Et dans un tout autre registre, j'ai été très surprise en bien par un roman qui est un one-shot, je crois, qui n'aura pas de suite, qui s'appelle Noblesse oblige. Alors d'emblée, je vous dis que c'est pour public averti, je pense 18 ans et plus, parce qu'on trouve dans ce roman de science-fiction des choses pas très cool à lire. On est dans une uchronie avec un peu dans le même genre que Phobos, avec une émission de télé-réalité. Je vous lis rapidement le quatrième de couverture qui est assez court. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle saison de Noblesse oblige. La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans les émissions de télé-réalité. Noblesse oblige est la plus regardée d'entre elles. Elle essuie chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Et on va y suivre Gabrielle, secrètement anti-royaliste, qui apprend qu'elle fait partie des candidates. Une occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. C'est un roman de Naïwen Alix, j'ai oublié de le mentionner, et je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en un jour et demi. J'ai trouvé que la construction de la narration était super addictive. Il y a des complots politiques
Il y a des personnages qui, voilà, on sent que certains cachent des choses, on ne sait pas qui sont les amis, les ennemis. Vous voyez le genre, quoi. C'était bien ficelé, c'était hyper addictif, vraiment du début à la fin, je l'ai dévoré, j'ai adoré, noblesse oblige. Donc si vous n'êtes pas trop sensible et que vous vous sentez, voilà, de plonger dans un univers où il y a tout de même de la violence de toutes sortes, on va dire ça comme ça, n'hésitez pas une seconde. On va passer à une catégorie dans laquelle j'ai mis des policiers, romans policiers, thrillers et les cozy mystery. Dans les romans policiers, il y en a un qui a un peu fait quand même la différence en 2024, c'est Le lecteur de cadavres de Antonio Garrido. On va être dans un roman qui demande du temps et de s'investir dans cette lecture parce qu'il fait quand même 760 pages. C'est un roman qui est très riche, qui est très dense et on va être en plus dans une période historique que moi en tout cas je connaissais très très peu. On va être déjà en Chine avec des us et coutumes qui me sont complètement étrangères et en plus on va être je crois au 12e ou 13e siècle, je me souviens plus très bien mais voilà, très très loin en arrière. Le roman est un peu divisé sans vraiment l'être en deux parties. Enfin, j'ai ressenti à un moment donné un basculement dans autre chose. On va suivre Chi Song depuis son enfance, un petit peu sa situation familiale, des péripéties qui lui arrivent. C'est pas évident pour lui, ni au niveau familial, ni au travail. Enfin voilà, tout est assez compliqué pour la période et pour ce personnage. Et à un moment donné, on va basculer dans ce qui va être l'enquête policière. Ce personnage a certaines facultés pour... en fait, le roman, il traite... Ça serait le premier médecin légiste en Chine à l'époque. C'est tiré d'une histoire vraie. L'auteur s'est inspiré de quelque chose de fait, d'un personnage qui a vraiment existé. Et ça, j'ai trouvé vraiment super intéressant. Et on va suivre donc dans cette deuxième partie, parce que ce personnage va être amené à travailler pour le palais et il va se passer des choses, il va être amené à enquêter sur ce qui se passe au palais. Il y a des meurtres, bien évidemment, vous en doutez, et tout le cheminement de la médecine de l'époque et tout, c'était hyper intéressant, j'ai adoré, je l'ai lu assez rapidement. Bon, il m'a pris du temps parce que comme je vous disais, il était dense, mais assez rapidement pour la densité du roman parce que vraiment il m'a captivé du début à la fin. Il y a juste eu un petit bémol, c'est que j'ai deviné quand même à peu près qui, mais pas pourquoi, mais qui avait commis voilà, ces meurtres. Ça n'a pas gâché ma lecture puisque j'y ai appris tellement de choses et j'ai été tellement passionnée par ce récit que voilà, bon, j'avais découvert qui était le coupable, mais ça n'a pas gâché ma lecture. La preuve, ce livre se trouve dans ce top de 2024. Dans la catégorie thriller, cette année, il y a deux ouvrages qui se sont démarqués un peu plus que les autres. Le premier, c'est un tome 1 de la saga Antonia Scott, écrite par Juan Gómez Jurado, qui s'intitule Reine Rouge. Et j'ai déjà la suite, le tome 2 dans ma pile à lire qu'il faudrait que je lise là en 2025 parce que j'ai hâte de connaître la suite. J'ai complètement adoré l'histoire, j'ai adhéré au personnage, à la relation. Il y a un duo en fait de personnages dans ce roman. Et il y a cette fameuse Antonia Scott et un autre personnage. Et j'ai adoré le lien qu'il y a entre ces deux-là, le fonctionnement du roman. J'ai aimé le ton employé par l'auteur et j'ai été passionnée par l'histoire jusqu'à la fin. J'avais rien vu venir. Donc voilà, très très bonne lecture avec Reine Rouge. Et le deuxième, vous allez très certainement ne pas être surpris. C'est un livre qu'on a énormément vu passer, que j'ai lu en tout début d'année 2024, je crois, et qui m'a scotché. Attention, ici également beaucoup de violence. On va être dans du Karine Guibel, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc on connaît cette autrice pour, voilà, il y a quand même pas mal de violence dans ses romans. Et je vous parle évidemment de Purgatoire des Innocents.
Encore une belle bricasse, je ne sais pas combien de pages il fait, mais il est énorme et c'était incroyable. On va être ici avec deux frères et je crois qu'il y a encore Est-ce qu'ils sont que deux? Oui, ils sont que deux. On va être avec deux frères qui font un braquage qui tourne mal. L'un d'eux est blessé et il trouve à se réfugier chez une femme qui est vétérinaire. Donc ils la prennent en otage et ils sont chez cette femme. Et voilà, ils demandent à qu'elle soigne le frère qui est blessé. Et ça va partir dans un truc. Vous n'êtes pas prêts? Je crois que ce thriller fait partie... Je pense que je peux affirmer ça, ce thriller fait partie des meilleurs thrillers que j'ai lus de toute ma vie de lectrice. Il y a à un moment donné un retournement de situation incroyable auquel on s'attend absolument pas. C'était voilà, c'était grandiose, pour moi c'est du génie, c'était trop bien, très bien ficelé. On tourne les pages, c'est Page Turner, vraiment je vous le recommande si vous n'êtes pas à nouveau trop sensible et que voilà, plonger dans la noirceur de l'humanité ne vous fait pas trop peur. On passe à quelque chose un petit peu plus léger avec les Cozy Mystery qui ont marqué mon année 2024 et je commencerai par le roman La mort à la plage. C'est un roman qui a été écrit par Coralie Cojol. Vous verrez la couverture, vraiment c'est un Cozy Mystery qui va être parfait pour l'été. Et j'avoue que ça a été une petite surprise pour moi ce roman, je ne m'attendais pas à aimer autant. J'ai aimé les thématiques abordées, celles de la famille notamment, puisqu'on va être avec une femme qui revient chez elle auprès de son frère avec qui elle ne se parle plus depuis des années parce qu'il veut vendre, si je me souviens bien, parce que ça remonte quand même à quelques mois tout ça, qui veut ou qui doit, je ne sais plus, vendre le vignoble. Ils sont dans la vigne, sauf erreur. Et il a besoin de la signature de sa sœur pour pouvoir vendre. Donc elle va se retrouver dans une situation avec une famille avec qui elle ne se parle plus depuis longtemps. Il y a le papa aussi qui vit avec le frère. Et ça va aussi brasser pas mal de mauvais souvenirs puisque sa maman est décédée, elle n'est plus là, bref, l'enfance, les histoires familiales. Et va arriver, ce qui doit arriver en fait dans un Cozy Mystery évidemment, il va y arriver des meurtres. Et il y a un lien entre ces meurtres que je vous laisserai découvrir. Mais ça a été une très bonne lecture. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, les personnages étaient vraiment chouettes et l'enquête était très sympa. Donc j'ai été agréablement surprise là où je ne m'attendais pas, voilà, je m'attendais pas à grand chose. Et c'était franchement chouette comme lecture. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous présenter le Cozy Christmas Mystery tome 2 de Karine Pitocci et ce tome-là s'appelle Murder Party au manoir qui a, ma foi, de nouveau été une excellente lecture. J'avais adoré le premier tome que j'ai lu l'année passée. Celui-là était un tantinet en dessous pour moi, mais de nouveau très bonne lecture sans aucun doute. On va retrouver dans ce deuxième tome tous les personnages qui ont été si chers à mon cœur dans le premier tome parce que vraiment j'ai adoré les personnages. Et on va démarrer cette histoire dans un manoir à la période d'Halloween. Et ensuite, en deuxième partie du roman, on va basculer à la période de Noël. Donc c'est vraiment un roman, un Cozy Mystery qui sera idéal pour glisser gentiment de Halloween, de l'automne à l'hiver et la période de Noël avec une enquête plutôt sympa. J'ai à nouveau beaucoup aimé suivre les personnages dans leurs péripéties et j'ai déjà hâte de les retrouver dans un tome 3 qui paraîtra très certainement en fin d'année. Celui-ci était paru en octobre, j'ai tardé un peu à le lire parce que je ne savais pas qu'il y avait cette notion justement de... On est d'abord plutôt période Halloween, dans un manoir, pourtant c'était écrit, mais j'ai pas pris acte de tout ça et qu'après on glissait vers la période de Noël. Donc comme je l'ai acheté à sa sortie début octobre, j'ai attendu début décembre pour le lire, mais voilà, c'était vraiment très bien. Ensuite, je suis partie dans un autre roman de Cozy Mystery en cette fin d'année qui a été le coup de cœur que je n'attendais pas. Ma lecture se passait très bien, hein, je dis pas, c'était vraiment chouette, les personnages, le contexte, puisque ce Cozy Mystery se déroule principalement dans une librairie, hein,
puisque je vous parle de La librairie des chats noirs qui a été écrit par Pier Giorgio Puglisi. Et voilà, ça aurait pu rester juste une bonne lecture jusqu'à la fin. Et les dernières phrases de ce roman ont fait basculer mon bonne lecture en coup de cœur. On va être ici avec un personnage qui a été exclu dans l'enseignement puisqu'il était enseignant. Pour une raison que je ne vais pas vous dévoiler ici, il a été exclu du corps enseignant et il a ouvert une librairie qui est spécialisée dans le roman policier. Donc il y travaille plus ou moins parce qu'il n'est pas très apprécié des clients, parce qu'il est assez, on va dire, assez bourru, assez direct. Il n'est pas très sympathique avec les clients et il travaille avec une femme qui un jour a l'idée, lui propose de créer un club de lecture au sein de la librairie. Ce club de lecture va avoir du succès, mais en fin de compte va rester dans ce club qu'une poignée de personnes. Et cette poignée de personnes, donc ce petit groupe, ont déjà collaboré dans le passé pour résoudre une affaire criminelle. Ils ont été, donc la police leur a demandé de l'aide et ils ont déjà aidé donc la police à résoudre une affaire. Et ça va se reproduire dans ce tome. Ils vont être amenés à donner leur opinion, à enquêter sur une affaire criminelle. Dans le roman, on voit cette femme qui collabore dans cette librairie avec notre personnage qui va devoir partir en hôpital. Elle est à l'hôpital, on voit qu'il fait des allers-retours, il va lui rendre visite. Tout ça est décrit. Les visites qu'il lui fait, apparemment elle est atteinte de... Ah, je ne vais pas vous le dire. Bref, vous l'aurez compris, j'ai même du mal à trouver mes mots parce que j'ai été terriblement émue par la fin de ce roman. Je sais pas, ça m'a touchée et ça a basculé vraiment en coup de cœur. Lisez-le et n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo, me donner votre avis ou dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez aimé. Dans ce top figurent 2 ouvrages du même auteur. J'ai adoré lire Charles Juliette. Je l'ai découvert avec Lambeau et ensuite j'ai enchaîné avec La lumière des saisons. J'adhère complètement à la plume de ce monsieur, je suis complètement sous le charme. Et j'ai d'autres ouvrages de lui que j'espère lire. Il y en a un qui fait partie justement de mes projets 2025. Et voilà, oh, j'adore sa plume, c'est beau. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est des ouvrages assez courts. Mais tentez Charles Juliette si vous aimez vraiment les belles phrases, la belle littérature. Vraiment, j'espère lire encore plein de choses de lui. Et voilà, je peux que vous recommander Charles Juliette. Et dans cette vidéo figure aussi une autrice avec 2 ouvrages que j'ai lus d'elle qui font partie de mon top. C'est assez incroyable. Je vous parle de Gaëlle Josse. J'ai donc lu d'elle une longue impatience. Je vais vous lire le 4e de couverture. Ce soir-là, Louis, 16 ans, n'est pas rentré à la maison. Anne, sa mère, dans ce village de Bretagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, voit sa vie dévorée par l'attente, par l'absence qui questionne la vie du couple et redessine celle de toute la famille. Chaque jour, au bord de la folie, aux limites de la douleur, Anne attend le bateau qui lui ramènera son fils. Pour survivre, elle lui écrit la fête insensée qu'elle offrira pour son retour. Telle une tragédie implacable, l'histoire se resserre sur un amour maternel infini. C'était beau. C'est du Gaëlle Josse, tout ce que j'ai lu d'elle jusqu'à maintenant, j'ai adoré. J'espère la relire bientôt. Je ne sais pas si j'ai tout lu d'elle, mais je ne crois pas. Il faudra que je fasse un petit check parce que j'ai envie vraiment de la découvrir encore plus. Et j'ai lu, ma foi, un 2e ouvrage d'elle cette année qui figure également dans ce top. Il s'agit de « À quoi songe-t-il ceux que le sommeil fuit ?» et on va être ici avec une multitude de petites nouvelles qui font... si je me souviens bien, en 2 et 4 pages, donc c'est très court. C'est un ouvrage que j'ai grignoté petit à petit, voilà, 1 ou 2 petites nouvelles par jour, et qui, comme le titre le dit, questionne à quoi pensent les gens qui font des insomnies, qui sont là, voilà, la nuit, qui ne peuvent pas dormir, à quoi ils pensent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, et voilà, on va être... avec toutes ces petites histoires qui sont hyper différentes les unes des autres. C'était super intéressant, c'était voilà, délicieusement bien écrit
et j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est très certainement un ouvrage que je... On arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Il me reste 3 livres à vous présenter et j'ai décidé de vous les présenter à la fin parce que ce sont 3 livres qui sont vraiment sortis du lot, qui ont vraiment marqué très fort mon année de lectrice. Et je vais commencer par le conte de Monte Cristo que j'ai lu en lecture commune avec Sandrine et que je n'ai toujours pas chroniqué sur mon Insta. J'y pense maintenant, je me dis c'est vrai, je ne l'ai toujours pas chroniqué. J'ai lu donc le conte de Monte Cristo, j'ai vu le film également que j'ai adoré tout autant. Quelle aventure que ce conte de Monte Cristo, écrit par Dumas évidemment, ce qu'il faut encore le préciser. Et c'était vraiment un peu intimidant par la grosseur du bouquin, enfin moi je l'avais en 2 parties, hein, aux éditions Folio je crois. Et quelle aventure, c'était vraiment un personnage captivant, intéressant, déroutant et une histoire vraiment entraînante. Voilà, on tourne les pages. À un moment donné, je me souviens que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux avec les personnages, mais voilà, si je peux vous donner un conseil, prenez peut-être des notes si vous voyez que c'est un peu compliqué pour vous, hein, mais lisez le conte de Monte Cristo, c'est vraiment une expérience de lecture que je n'oublierai jamais. Ensuite, énorme coup de cœur à nouveau pour, enfin à nouveau, j'avais déjà eu un gros coup de cœur pour le premier tome et là c'est le tome 2 que j'ai lu ici en 2024. Je vais sortir normalement le tome 3 de ma palle prochainement. Il s'agit du 2e tome du Goût du bonheur. On va être avec le Goût du bonheur rapidement avec une fresque familiale historique qui se déroule au Canada. Si vous aimez ce genre littéraire où on va suivre une famille pendant des générations et que le nombre de pages ne vous fait pas peur parce que c'est vraiment 3 gros pavés, lancez-vous dans le Goût du bonheur. Vraiment, je n'arrêterai jamais de recommander ces livres. J'ai aucun doute que le 3e tome va beaucoup me plaire. Chaque tome se termine, en tout cas jusqu'à maintenant, le tome 1 et le tome 2 se sont terminés sur un retournement de situation qui vous laisse vraiment en panique. Vous arrivez à la fin du livre et vous vous dites non, c'est pas possible. Non, 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 ça peut pas arriver. Donc très hâte de lire le tome 3 puisque le tome 2 s'est terminé d'une manière où je m'y attendais pas. Je me suis dit mais non, c'est pas possible, ça peut pas, ça peut pas. Elle ne peut pas avoir écrit ça. Et le dernier livre que je vous présente a été une énorme surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à aimer autant un livre qui traite de cette thématique-là. Et j'ai été complètement bluffée, j'ai été absorbée, j'ai été fascinée, intéressée par le dernier roman de Olivier Norek. Les Guerriers de l'hiver a été un coup de cœur monumental aussi parce que je m'y attendais pas du tout. J'ai commencé le roman, je me suis dit bon, un livre qui parle de la guerre, Sandra, est-ce que c'est une bonne idée? Eh ben oui, c'était vraiment trop bien, c'était passionnant, j'ai adoré. On va être ici, Olivier Norek se saisit d'un fait historique dont on a très peu parlé apparemment. C'est la Russie qui a envahi la Finlande, je ne sais plus en quelle année, malheureusement j'ai pas retenu toutes les dates, et comment la Finlande, incroyablement, va résister à cette invasion russe. Le fil conducteur de cette histoire va être un homme qui est un tireur d'élite incroyable, et ça va être un peu le fil conducteur de l'histoire. C'est à travers lui qu'on va revivre cet épisode historique de la Finlande. C'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque parce que justement je me suis dit je ne vais pas l'acheter parce que je ne sais pas si je vais aimer, mais j'avais quand même envie de le tenter et je l'ai emprunté à la bibliothèque et je vais, je pense, me l'acheter en version papier parce que vraiment j'ai envie de l'avoir sur mes bibliothèques tellement j'ai aimé. Il y a à nouveau, ben voilà, c'est la guerre, donc il y a des moments où c'est assez difficile à lire, il y a des moments où on trouve que c'est très injuste, c'est difficile et on va être face, voilà, à cette atmosphère de la Finlande en plein hiver où il fait super froid. Ils ont froid, ils ont faim, ils ont peur et c'est hyper bien écrit. On s'ennuie pas une minute, c'est vraiment un coup de maître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée
jusqu'au bout. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la tourner, à partager toutes ces lectures qui m'ont passionnée durant l'année 2024. J'espère de votre côté que vous avez également fait de très très belles lectures. N'hésitez pas à me laisser en commentaire peut-être votre lecture favorite de l'année passée, de 2024. Est-ce qu'il y a une lecture qui vous a marqué absolument? Et n'hésitez pas, voilà, à me laisser un petit commentaire, comme ça me fera des petites références. Je pourrais peut-être aller gonfler ma wishlist avec vos propositions. En attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver par ici ou ailleurs, je vous souhaite voilà, de très très belles lectures et surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.